Non, imaginons la scène. Devoir porter le maillot de l'équipe de foot rivale, celle qu'on déteste le plus au monde, tous les jours au bureau devant ses collègues, et ça pendant une semaine entière. L'horreur absolue. Mais vraiment un cauchemar absolu, l'humiliation totale, quoi. Eh ben, on va voir aujourd'hui comment l'utilisation de cette honte très spécifique, de cette pression sociale extrême, c'est en fait l'une des armes les plus redoutables pour pirater la mécanique de nos propres comportements. Décortiquons ça. C'est un exemple fascinant d'ailleurs. N'est-ce pas? Parce que on a passé pas mal de temps récemment à explorer comment notre cerveau initie une action. Rendre le déclencheur parfaitement évident, rendre l'action irrésistiblement attrayante, et puis la simplifier au maximum pour enlever la moindre friction. Ouais, les 3 premières lois. Exactement. Ce sont les 3 premières pièces du puzzle pour vraiment démarrer un changement. Mais bon, il y a un gouffre énorme entre, disons, faire du sport un mardi soir sur un coup de tête et s'entraîner religieusement chaque semaine pendant 10 ans. Ah bah c'est sûr, l'élan de motivation du début, ça s'essouffle vite. Voilà. Et c'est là qu'il nous manque la clé de voûte, la pièce maîtresse qui verroule l'action dans le temps. C'est l'objectif de notre exploration d'aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre la mécanique intime de la satisfaction. Et c'est vraiment le cœur du réacteur en fait, parce que les 3 premières étapes, l'évidence, l'attrait, la facilité, elles ne servent qu'à une seule chose finalement, c'est augmenter les probabilités qu'un comportement se produise une première fois. Juste pour le déclencher. Voilà, juste l'allumage. Mais cette dernière étape, la satisfaction, elle a une fonction neurologique qui est radicalement différente. La finalité d'un comportement, donc la sensation physique ou psychologique qu'il laisse une fois accomplie, c'est ça qui va dicter de manière absolue sa répétition dans le futur. Donc c'est le signal de fin qui compte. Exactement. Sans un signal très clair à la fin de l'action, le cerveau, il voit aucune raison d'investir de l'énergie pour recommencer le lendemain. D'accord. C'est hyper logique sur le papier, mais au quotidien, on a souvent l'impression que notre cerveau est complètement imprévisible. Je veux dire, pourquoi est-ce que certaines choses deviennent des automatismes à l'échelle planétaire du jour au lendemain, alors que d'autres, ça demande une lutte constante? Pour comprendre ça, il faut qu'on remonte à l'histoire d'un homme qui a littéralement transformé la chimie de notre cerveau à l'échelle mondiale. Et ça, c'était dans les années 1890. Un certain William Wrigley. Wegley. Comme la marque de chewing-gum. Ouais, c'est bien lui. Mais attends, le chewing-gum, ça existait bien avant lui, non? Je veux dire, les gens mâchaient déjà des bouts de sève d'arbre ou des résines depuis l'Antiquité, il me semble. Tout à fait, ça existait. Mais c'est là que réside le coup de génie. Le chewing-gum de l'époque, c'était une espèce de résine assez fade, molle et pour être tout à fait honnête, complètement insipide. Ça donne pas très envie. Non, voilà. Les gens en mâchaient de façon très sporadique, mais c'était absolument pas une habitude ancrée au quotidien et encore moins un succès commercial massif. Parce qu'il manquait quelque chose. Cerveau. Et Wiggly, lui, il a compris qu'il manquait la récompense. Donc il a eu l'idée d'y ajouter des arômes intenses, tu sais, de la menthe verte, des fruits. Ah, la fameuse mandrouglie. Voilà. Et surtout, il a axé toute la promotion sur un concept complètement nouveau pour l'époque, la sensation de bouche propre. Ah, intéressant. Donc, il ne vendait pas juste le fait de mâcher. Non, il vendait un rafraîchissement immédiat, ce petit picotement agréable sur la langue. Attends, donc le succès planétaire ne venait pas de l'acte de mâcher lui-même, mais vraiment de la sensation qui suivait, le côté frais. C'est ça. C'est la règle fondamentale du changement de comportement. Ce qui est récompensé est répété, et ce qui est sanctionné est évité. C'est la base, oui. Avant Wrigley, le fait de recracher cette vieille résine n'apportait strictement aucune récompense sensorielle. Mais en ajoutant cette fraîcheur de menthe, le cerveau reçoit une petite décharge très agréable à la fin de la boucle. Il se dit en gros, tiens, cette sensation est excellente, mémorisons les actions qui nous y ont menés pour recommencer. Pour retrouver ce plaisir. Exactement. C'est indispensable pour clore la boucle neurologique de l'habitude. Le plaisir, ça sert littéralement de marqueur à la mémoire. C'est fou. Ça me fait d'ailleurs penser à une mécanique très moderne qu'on subit un peu tous sans s'en rendre compte. Avec les téléphones? Ouais, avec nos écrans, quand on utilise une application de liste de tâches sur le téléphone et qu'on coche une case, il y a ce petit son très spécifique, ce ding, ou cette petite vibration subtile. Oh oui, la petite décharge de dopamine. Voilà. Et objectivement, ce son, il ne sert à rien. Il n'a absolument aucune valeur intrinsèque dans le monde réel. Mais cette micro-étincelle sensorielle, elle est tellement satisfaisante qu'on se surprend parfois, enfin je sais que je le fais, à ajouter une tâche qu'on vient déjà de terminer à l'instant, juste pour avoir le plaisir de pouvoir la cocher. Oui, on le fait tous, hein.
C'est le cerveau qui réclame sa petite validation, même si elle est complètement artificielle. Mais c'est dingue quand même. C'est le même principe neurologique que le chewing-gum. Le cerveau humain, il fait pas vraiment la différence entre la satisfaction complexe d'avoir accompli un vrai travail et la satisfaction sensorielle du petit ding numérique. Il enregistre simplement une conclusion positive. Donc que ce soit du savon, du chewing-gum ou une app, Que ce soit un savon qui mousse beaucoup avec un parfum de lavande ou une notification verte sur un écran, ces micro-récompenses valident le comportement qu'on vient de faire et elles le scellent directement dans notre mémoire procédurale. je vois très bien la mécanique. Mais du coup, ça soulève un paradoxe gigantesque. Si notre cerveau, c'est une machine qui réagit si bien à la récompense, pourquoi la dynamique est presque toujours inversée dans la vraie vie? C'est-à-dire? Je veux dire, on sait tous qu'on veut être en forme, qu'on veut mettre de l'argent de côté, être productif. Pourtant, c'est une véritable torture de manger une salade ou d'aller courir sous la pluie, alors que c'est d'une facilité déconcertante de dévorer un paquet de chips entier devant une série. C'est sûr. Si le système de récompense est le même, pourquoi il sabote nos meilleures intentions de cette façon? Alors la réponse à ça, elle se trouve dans l'évolution même de notre anatomie. Plus précisément dans ce que les biologistes appellent l'environnement à retour immédiat. D'accord, l'environnement à retour immédiat. Faut se projeter un peu en arrière, genre 100 000 ans en arrière, dans la savane africaine. À cette époque-là, l'immense majorité des décisions qui étaient prises par nos ancêtres, elles avaient un impact direct et immédiat. Tu veux dire pour survivre au jour le jour? Exactement. Trouver un abri parce qu'une tempête arrive, fuir un prédateur qu'on vient juste de voir, ou simplement chasser pour apaiser la fin de la journée. Le système nerveux s'est entièrement structuré pour évaluer le monde en fonction du moment présent. C'est logique. Je veux dire, penser à son taux de cholestérol dans 20 ans, ça n'avait aucun sens quand l'espérance de vie était super courte et qu'un lion pouvait te dévorer dans la minute. Mais tout à fait. Notre cerveau, de par sa construction, il surévalue le présent au détriment du futur. C'est ce qu'on appelle le biais d'incohérence temporelle. Incohérence temporelle. Donc, si je comprends bien, on navigue dans un monde ultra moderne, avec de la technologie partout, mais avec un cerveau de chasseur-cueilleur qui est complètement obsolète. C'est exactement ça le décalage. Aujourd'hui, on va à l'école pendant des années et des années pour un diplôme lointain, on investit de l'argent pour une retraite dans 40 ans, tout est en différé en fait. Et c'est ça le drame de la condition moderne. Il y a un économiste français d'ailleurs, Frédéric Bastiat, qui a déformulé cette espèce de tragédie bien avant l'avènement des neurosciences modernes. Ah oui? Il disait quoi? Il observait qu'avec les mauvaises habitudes, le résultat immédiat est doux, il est agréable, mais le résultat final, à long terme, il est amer. Et pour les bonnes habitudes, c'est l'inverse, j'imagine. Voilà. Avec les bonnes habitudes, le coût, la douleur ou l'inconfort se situe dans l'instant présent, tandis que la véritable récompense, elle, est repoussée très très loin dans le temps. C'est tellement vrai. Fumer une cigarette, ça réduit l'anxiété en 3 secondes chrono, mais ça détruit la santé sur 3 décennies. Alors qu'elle est à la salle de sport, ça génère de la fatigue, des courbatures le jour même, mais ça construit un corps robuste des années plus tard. C'est fascinant comme dynamique. L'analogie qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est celle de la carte de crédit face à un compte d'investissement. Ah, j'aime bien cette idée. Ouais, une mauvaise habitude, c'est un peu comme dégainer sa carte de crédit pour un achat compulsif, tu vois. On a l'objet immédiatement, on a l'euphorie de l'achat, l'adrénaline. Mais la facture va arriver. Exactement. La facture arrive plus tard et elle est gonflée d'intérêts toxiques. En fait, on force notre moi futur à payer l'addition de notre moi présent. À l'inverse, une bonne habitude, c'est comme un investissement. On se prive de, disons, 50 € aujourd'hui, on ressent une petite frustration immédiate, mais on espère toucher des dividendes lointains. Sauf que sur le moment, le cerveau, lui, ne voit que la frustration. C'est clair? Et c'est ça l'essence du problème. Au moment très précis de l'action, le cerveau ne négocie pas du tout avec ce moi futur abstrait, qui serait en pleine forme, serein financièrement. Non, il écoute les cris du moi présent. Le moi présent qui râle. Voilà, le moi présent qui a faim maintenant, qui est stressé maintenant et qui exige un soulagement tout de suite. Dans ce bras de fer neurologique, la gratification instantanée gagne presque à chaque fois. Tout simplement parce que c'est notre réglage d'usine. D'accord, bon, le constat est assez dur, mais il est clair. Mais alors, comment on fait pour contourner ce réglage d'usine? Parce qu'on ne peut pas attendre 6 mois pour voir ses abdominaux apparaître ou le compte en banque se remplir. Non, ça ne marche pas. Si notre cerveau exige sa petite récompense immédiate pour répéter l'action et que la réalité, elle, demande de la patience, comment on fait pour ne pas juste baisser les bras en cours de route? Eh bien, on est obligé de pirater notre propre architecture neuronale. On va créer ce qu'on appelle un renforcement artificiel. Un renforcement artificiel.
Puisque la récompense naturelle est lointaine, invisible, il faut qu'on la remplace temporairement par une récompense immédiate, tangible, satisfaisante. Le but, c'est de lier ce comportement qui est difficile à un sentiment de succès instantané, même si ce succès, on l'a fabriqué de toutes pièces. Ah, je vois. J'ai lu une astuce sur ce sujet-là récemment qui m'a beaucoup fait réfléchir. C'était surtout pour les habitudes d'évitement, tu vois. Ah oui, c'est le plus difficile à récompenser. Eh bah oui, parce qu'autant on peut se féliciter, être fier après un bon footing, autant c'est super complexe de se récompenser de ne pas faire quelque chose. C'est clair. Le cerveau ne voit pas l'action. Voilà. Prenons l'exemple d'une personne qui décide d'arrêter de dépenser 7 euros tous les matins dans un petit café artisanal. Sur le moment, le fait de passer devant le café sans s'arrêter, c'est pas du tout vécu comme une victoire. C'est de la privation pure et simple. Il n'y a pas d'action, juste une sensation de vide, de manque. Exactement. Et l'astuce, elle consiste à ouvrir un petit sous-compte bancaire sur son téléphone et de le renommer avec un objectif super désirable, genre veste en cuir. Ah, malin. Et chaque matin, en passant devant le café sans craquer, la personne sort son téléphone et elle transfère immédiatement les 7 euros sur ce fameux compte veste en cuir. Et là, le changement psychologique qui s'opère est hyper profond. Ce n'est plus une privation invisible qu'on subit, l'évitement vient de se transformer en une action positive, mesurable. En fait, on ne se prive pas d'un café, on est en train d'acheter activement un petit morceau de cette veste en cuir. Ouais, sur le papier, c'est génial, mais je t'avoue que je suis un peu sceptique sur la puissance réelle de ce mécanisme. Je veux dire, est-ce que le simple fait de voir un chiffre augmenter sur une appli, ça peut vraiment rivaliser avec le goût d'un bon café chaud et l'odeur des pâtisseries? Alors seul, non, peut-être pas, mais le cerveau humain adore les preuves tangibles de progression. La dopamine, faut s'en rappeler, c'est pas seulement l'hormone du plaisir, c'est avant tout l'hormone de l'anticipation. Ah, la nuance est importante. Et une démonstration très physique de ce phénomène, c'est la stratégie du trombone. C'est souvent utilisé dans les métiers de la vente ou pour l'entraînement sportif. La stratégie du trombone? Ouais, le principe, c'est d'avoir deux récipients posés sur son bureau. L'un contient, disons, 100 trombones ou 100 petites billes de verre, et l'autre est complètement vide. Et après chaque appel de prospection difficile que tu passes, ou après chaque série de pompes, tu déplaces physiquement une bille du premier récipient vers le second. Donc manipuler un petit bout de métal ou une bille en verre, c'est censé nous motiver? Ça paraît presque, je sais pas, enfantin, puéril. Mais ça l'est. Et c'est exactement pour ça que ça fonctionne si bien. Ah ouais? Bien sûr, le cerveau primitif, il réagit aux stimuli physiques très simples. Le fait de déplacer cette petite bille, ça ajoute une validation tactile, visuelle, même auditive. Le bruit de la bille qui tombe à l'effort qu'on vient juste de fournir. On matérialise l'effort, en fait. Voilà. On n'attend plus la fin du trimestre pour évaluer ses ventes ou la fin de l'année pour voir ses muscles. La réussite, ça devient un événement microscopique qui se produit toutes les 10 minutes. Le réservoir qui se remplit peu à peu, ça devient un déclencheur visuel de fierté. Et ça apaise l'exigence de retour immédiat du cerveau. C'est vrai que vu comme ça, mais bon, le problème que je vois avec ces billes, c'est que ça fonctionne bien pour l'effort d'une seule journée. Mais si on se projette sur un mois entier, admettons que je sois fatigué un mardi, je ne déplace aucune bille, je regarde mon bocal qui reste vide ou à moitié vide, et je me sens complètement misérable. Comment on évite que ce système très court-termiste ne s'effondre à la première baisse de régime? C'est une excellente remarque. C'est là que le renforcement visuel doit évoluer vers un vrai suivi d'habitude. Et l'exemple historique le plus célèbre pour ça, c'est la méthode du fameux comédien Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld, d'accord. Il faisait comment? Eh bien, à ses débuts, pour s'assurer de devenir un maître dans son art, il a mis de côté toute attente de l'inspiration divine. Son système, il reposait sur une action très simple. Écrire de nouvelles blagues, absolument tous les jours. Tous les jours. Et pour s'y contraindre, il utilisait un immense calendrier annuel affiché sur un mur. Et chaque jour où son écriture était accomplie, il prenait un gros marqueur rouge et traçait une énorme croix sur la date du jour. Mais en quoi faire une croix sur un bout de papier, c'est fondamentalement différent de déplacer une bille en verre? C'est toujours le même principe, un peu enfantin, non? La différence, elle réside dans l'accumulation visible du temps. Au bout de 3 ou 4 jours, tu as une chaîne qui commence à se former. Et la magie psychologique, elle s'opère à ce moment très précis. L'objectif principal disparaît presque. Comment ça? Seinfeld ne cherchait plus forcément à écrire une blague géniale ou parfaite ce jour-là. Son unique objectif, ça devenait de ne pas briser la chaîne. Ah, la ligne interrompue. Exactement.
La ligne rouge continue devient sa propre justification. C'est une méthode d'une efficacité redoutable parce qu'elle condense plein de mécaniques. Le calendrier mural, il est impossible à ignorer, c'est une évidence visuelle au milieu de la pièce. Tu passes devant tous les jours. Voilà. Et l'allongement de la chaîne, c'est profondément satisfaisant. Et tracer la croix en elle-même devient la récompense immédiate de la dure journée de travail. Le système finit par anticiper le plaisir. En fait, tu commences à écrire pour avoir le droit de tracer cette fameuse croix. C'est puissant. Mais je dois avouer que j'ai déjà testé ce genre de calendrier pour le sport, je crois. Et les 10 premiers jours, on se sent invincible. La chaîne s'allonge, c'est super beau sur le mur, et puis la réalité nous rattrape. Ça arrive toujours. Il y a une urgence au boulot, une grippe, un imprévu insurmontable. On rate un jour, la chaîne est brisée, et psychologiquement, c'est dévastateur. Oh oui, le sentiment d'échec. Ouais, on tombe tout de suite dans la pensée du tout ou le rien, tu vois. La perfection est gâchée, il y a un trou dans le calendrier. Alors le cerveau, il murmure, à quoi bon continuer? Autant tout abandonner. C'est vraiment le cimetière des bonnes résolutions. Comment on fait pour survivre à cette brisure? Cette réaction que tu décris, c'est le piège absolu du perfectionnisme. Il faut bien comprendre que le but du suivi n'est pas de créer une séquence immaculée et parfaite pour l'éternité, parce que la vie s'y opposera toujours. Il existe une règle cardinale, vraiment essentielle, pour désamorcer cette culpabilité destructrice. C'est « il ne faut jamais rater 2 fois de suite ». Jamais rater 2 fois de suite. C'est une séance de sport ou une journée d'écriture, c'est juste un événement statistique normal. C'est une anomalie. Ça arrive à tout le monde. Voilà. Mais rater le 2e jour consécutif, ça, ce n'est plus une anomalie. Sur le plan de la neuroplasticité de notre cerveau, rater 2 fois de suite, c'est littéralement entamer la création d'une nouvelle habitude d'inaction. Ah ouais, d'accord. Donc le vrai danger, en fait, c'est pas l'erreur initiale du premier jour, c'est la réaction en chaîne, c'est la spirale de l'abandon qui suit ce premier échec. Exactement. C'est ça qui trace la ligne de démarcation entre ceux qui réussissent sur le long terme et ceux qui abandonnent au premier obstacle. Il y a l'investisseur Charlie Munger qui rappelait souvent que la règle numéro 1 de effet cumulé, c'est de ne jamais l'interrompre inutilement. C'est ça. Un faux pas isolé n'efface absolument pas 60 jours de travail acharné, à condition de reprendre le rythme dès le lendemain matin. Même si c'est pas parfait. Surtout si c'est pas parfait. Même si la reprise est médiocre, même si on ne court que 10 minutes au lieu de l'heure habituelle, il faut réaffirmer le comportement. Une mauvaise journée arrive à tout le monde, mais une mauvaise habitude, c'est un choix qui se confirme à la 2e absence. Eh ben, c'est une perspective qui enlève un poids énorme sur les épaules. L'imperfection est tolérée du moment qu'on la corrige instantanément. C'est le secret de la durabilité. Bon, jusqu'ici, on a beaucoup vu comment tromper le cerveau pour rendre des comportements difficiles immédiatement gratifiants, avec les croix, les billes. Mais comment on gère les habitudes toxiques? Les mauvaises habitudes. Celles qui nous procurent déjà un plaisir instantané immense, comme fumer ou passer des heures à scroller sur les réseaux sociaux. On ne peut pas juste ignorer ce plaisir. Imagine qu'il faut inverser la loi fondamentale dont on a parlé. Il faut rendre la mauvaise habitude immédiatement douloureuse. Tout à fait, l'inversion est clé. Et ça nous ramène directement à cette histoire complètement ahurissante que j'évoquais au tout début de notre exploration, le maillot de l'équipe rivale. Ah oui, l'histoire de Brian Harris. C'est un exemple qui illustre à la perfection ce qu'on appelle le contrat d'habitude. Brian Harris, c'est un entrepreneur qui n'arrivait pas du tout à perdre du poids, tout simplement parce qu'il cédait systématiquement à la gratification instantanée de la mauvaise alimentation, les fast-foods, tout ça. Le moi présent qui réclame son burger. Voilà. Et pour court-circuiter ce système, il n'a pas compté sur sa simple force de volonté, parce qu'il savait que ça ne suffirait pas. Il a carrément rédigé un véritable contrat juridique impliquant sa femme et son entraîneur personnel comme garant. Et c'est là que le niveau d'engagement de ce mec devient presque effrayant. S'il ratait ses cibles nutritionnelles, s'il dérapait sur son régime, il y avait des amendes qui étaient super sévères. Perdre $500 cash pour avoir mangé un gâteau, c'est quand même radical. C'est dissuasif. Mais le coup de maître, l'arme fatale, c'était la pénalité liée au sport. Brian y vit dans le sud des États-Unis, là où la rivalité dans le sport universitaire, c'est pas un jeu, ça ressemble à une vraie religion. C'est très sérieux là-bas. Entraînement prévu, il devait non seulement s'habiller de manière stricte toute la semaine au travail, mais il devait surtout porter sur la tête une casquette de l'équipe de l'université d'Alabama. La pire punition pour lui. Bah oui, parce que c'est un supporter fanatique de l'équipe rivale historique, Auburn. Devoir porter les couleurs d'Alabama, pour lui, c'est une trahison identitaire absolue. C'est la honte suprême. Mais l'ingéniosité de ce contrat, elle repose justement sur notre nature profondément tribale en tant qu'humain.
Perdre de l'argent, bien sûr, ça fait mal, mais s'exposer à la honte publique, devoir affronter le regard réprobateur de ses proches ou porter les symboles de l'ennemi juré, ça génère une douleur psychologique qui est immédiate et complètement insoutenable. Ça prend aux tripes. Exactement. L'être humain est programmé depuis la nuit des temps pour éviter l'exclusion sociale. Donc, ce contrat, ce qu'il fait, c'est qu'il prend une conséquence négative lointaine, comme les risques cardiovasculaires liés au surpoids dans 20 ans, et il la remplace par une douleur locale, très concrète et instantanée. Le plaisir coupable de rester affalé dans le canapé, il est complètement atomisé par l'anticipation de la honte sociale. On crée vraiment de toutes pièces un coût immédiat gigantesque juste pour concurrencer le plaisir immédiat de l'inaction. C'est brillant en fait. C'est de la pure ingénierie comportementale. Ingénierie, ouais. Tout ça nous donne finalement une image très très claire d'un système global. Ce qu'on comprend avec tout ça, c'est que construire une discipline solide, c'est pas du tout une question de force de caractère héroïque ou de volonté d'acier. Non, ça ne marche pas à la volonté seule. C'est vraiment une ingénierie de l'environnement. On organise son monde autour de soi pour que les bonnes actions soient presque impossibles à rater, qu'elles donnent envie d'être commencées, qu'elles ne demandent presque aucun effort de démarrage, et enfin, la dernière brique, qu'elle laisse un petit goût de victoire immédiate pour garantir qu'on aura envie de recommencer demain. L'ingénierie, c'est vraiment le mot juste pour définir ça. Et ce processus, d'ailleurs, il connaît une métamorphose assez fascinante avec le temps qui passe. C'est-à-dire, Eh bien, au commencement, notre cerveau, il a besoin de béquilles. Il a besoin du calendrier rouge sur le mur, des billes dans le verre, du contrat social qui fait peur, de l'argent virtuel qu'on met de côté. Toutes ces récompenses artificielles, c'est le moteur de lancement. comme les petits trous sur le vélo? Exactement. Mais au fil des mois, alors que les véritables bénéfices de l'action commencent à émerger, physiquement et mentalement, l'énergie change de nature. On commence à se sentir plus énergique le matin, plus concentré au travail, plus serein dans sa vie. On récolte les vrais fruits. Voilà. Et à ce stade-là, la récompense externe, les billes, les croix, tout ça, s'efface devant la récompense interne. Et ultimement, c'est l'identité qui devient la récompense suprême. L'identité. Donc le comportement devient ce que l'on est, et non plus seulement ce que l'on fait comme une corvée. Exactement. On ne sort plus courir sous la pluie battante un mardi matin juste parce qu'on doit tracer une pauvre croix sur un calendrier. On y va parce qu'on se définit profondément comme un coureur, comme un athlète. L'action n'est plus qu'une simple expression logique de cette nouvelle identité. L'accomplissement n'est plus perçu comme un effort douloureux, mais vraiment comme une cohérence personnelle. Je suis un coureur, donc je cours. C'est tout. C'est la réflexion parfaite pour clôturer notre analyse. Finalement, la construction de nos habitudes, ce n'est pas une banale liste de corvées ou de défis chronométrés sur une application. Chaque petite action que l'on parvient à ancrer dans notre quotidien, c'est en réalité un vote. Un vote pour soi-même. Exactement, un vote silencieux qu'on glisse dans l'urne de notre propre existence et qui vient confirmer petit à petit le type d'individu que l'on veut incarner. La prochaine fois que votre réveil sonnera avant l'aube, ou que la fatigue suggérera la solution de facilité du canapé, il suffira peut-être de se poser cette question fondamentale. Sommes-nous en train de céder aux exigences de la personne que nous sommes aujourd'hui, avide de confort immédiat, ou sommes-nous en train d'investir dans la personne que nous avons décidé de devenir demain? C'est tout l'enjeu.